Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une lecture astrologique. Je suis partie en vacances pendant quelques temps, donc me voilà. C'est pour ça que il n'y avait pas de contenu pour la pleine lune. Mais du coup, je suis hyper heureuse de vous retrouver et de pouvoir parler du ciel et notamment pouvoir parler de cet Uranus en Gémeaux là que il me tarde de vous en parler. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver. Avant de vous afficher la carte du ciel, je voulais vous rappeler que si vous voulez vous former avec moi en astrologie à la rentrée, les inscriptions sont ouvertes. J'ai tourné ces derniers jours une vidéo pour vous montrer la plateforme de formation, vous montrer à quoi ça ressemble. Je sais que voilà, il y a des personnes qui ont envie de se former et puis qui hésitent un petit peu avec tout ce qui est à distance. En fait, on se rend pas trop compte de ce que ça représente. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. On voit tout, la plateforme, le contenu de formation, comment ça fonctionne, les communautés. Donc voilà, je vous mettrai là-bas le lien en barre de description. Et de toute façon, c'est donc l'avant-dernière vidéo postée. Et voilà, donc je viens de vous mettre à l'écran la nouvelle lune du 24 juillet. Donc elle a lieu à 21h11 heure de Paris. Et elle se passe sur le 2e degré du Lion. Alors qu'est-ce qu'on remarque tout d'abord? Une des premières choses qu'on remarque, c'est que ça y est, le nouveau décor est mis en place. Depuis le début d'année, on a eu consécutivement des planètes lentes qui ont changé de signe. Et là, pour cette nouvelle lune, eh bien, nous avons toutes les nouvelles positions des planètes lentes. Regardez, nous avons Jupiter dans le signe du Cancer. Nous avons Saturne qui est entré en Bélier. Nous avons Uranus qui est rentré en Gémeaux. Il vient de rentrer le 7 juillet. Nous avons Neptune en Bélier et nous avons Pluton en Verseau. Donc voilà, tout le nouveau décor est mis en place. On a vraiment ce changement d'énergie. Et finalement, c'est assez intéressant parce que on arrive dans un moment où, je dirais, nous sommes en train de quitter gentiment la transition. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraisemblablement on commence à voir à quoi va ressembler la suite. On peut dire que je dirais depuis l'automne environ, nous sommes rentrés dans un moment de transition qui est aussi représenté par la conjonction Saturne-Neptune. Les anciennes formes Saturne sont en train de se diluer, Neptune, elles sont en train de s'effondrer. Et donc, nous sommes en train de voir apparaître de nouvelles formes qui sont peut-être, je ne sais pas si elles sont plus justes, mais en tout cas, elles sont peut-être plus alignées, je dirais, avec une forme de réalisme. Et là, dans ce moment-là, je dirais que dans cet été 2025, eh bien, c'est le moment où nous pouvons commencer à voir ces nouvelles formes. Celui qui marque vraiment le coup d'envoi, je dirais, du coup de l'entrée dans ces nouveaux chapitres, on rentre dans des nouveaux chapitres de vie, c'est l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je pense que c'est un événement astrologique majeur, déjà tout simplement parce qu'Uranus, comme Pluton, reste très longtemps dans un signe, et que Uranus, dans le signe des Gémeaux, quitte en fait sa position de chute. Il était en Taureau jusqu'à présent dans ce signe, donc il y avait un désaccord, je dirais, entre la fonction d'Uranus et le signe du Taureau. Ça marchait pas hyper bien. Et là, Uranus va rentrer en Gémeaux. Et là, pour le coup, il y a une vraie adéquation. Cette planète est dans un signe qui lui ressemble énormément. Alors, Uranus n'est pas le maître des Gémeaux, il n'est pas en domicile, mais cependant, il y a beaucoup de points communs entre ces deux positions. Et en fait, les points communs, qu'est-ce que ça donne? Souvent, ça va venir renforcer les traits, les caractéristiques de chacun des deux, et ça va faire en sorte que, en règle générale, ça va se manifester plus fortement dans l'ambiance collective. Alors, le grand point commun entre Uranus et les Gémeaux, c'est vraisemblablement la vitesse. La première grande idée, c'est sûrement la vitesse. Les Gémeaux sont un signe d'air mutable. Air mutable, on n'a pas plus changeant, on n'a pas plus habile, on n'a pas plus rapide et vif que le signe des Gémeaux parmi les signes d'air. Quant à Uranus, c'est la planète des changements rapides, parfois soudains. Il est associé à la foudre, il est associé à l'électricité, bref, à des choses qui vont à une vitesse fulgurante. Et vous comprenez ici que cet Uranus qui était quelque part très peiné, je dirais, dans le signe du Taureau, il a amené d'autres choses, mais
se retrouve d'un coup dans un signe dans lequel il a les coups des franges en fait, hein. Ça va à toute vitesse. Donc déjà la première idée c'est ça, c'est qu'on risque d'avoir une accélération des circonstances, des événements, des avancées. Évidemment on pense aux avancées intellectuelles, hein, puisque le Gémeaux il est associé à tout ce qui concerne la pensée, l'apprentissage, la pédagogie, etc. Évidemment on pense à l'intelligence artificielle, Uranus en Gémeaux, nécessairement, puisque Uranus représente aussi un génie technique, un génie scientifique, un génie technologique. Donc là, on est vraiment en droite ligne. Mais pour nous, pour chacun d'entre nous, outre le fait que peut-être nous allons utiliser davantage l'IA, pour nous, tout un chacun, ça peut représenter en fait un moment d'accélération et l'émergence, je dirais, de nouvelles expériences. Parce que ça aussi, c'est le deuxième point commun entre Uranus et les Gémeaux. Ce sont, j'allais dire deux signes, mais je vais dire deux éléments astrologiques qui sont extrêmement intéressés par l'expérimentation. Les Gémeaux ont besoin de tout voir, tout découvrir. Ils connaissent souvent beaucoup de personnes. Ils ont fait souvent plusieurs métiers. Il y a ce côté extrêmement habile et extrêmement adaptable, hein, qui permet de vivre beaucoup de choses différentes. Tandis que Uranus est une planète, je trouve, assoiffée d'expériences. C'est une planète qui nous fait évoluer à travers une multitude d'expériences, et si vous voulez peut-être vous en convaincre, il vous suffit de regarder ce qui se passe quand Uranus est en transit dans votre propre carte, c'est-à-dire quand vous vivez une influence d'Uranus pour vous à titre personnel. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est une multitude, c'est un enchaînement d'événements. Ce n'est pas un événement, c'est plusieurs, c'est plein d'expériences diverses et variées. Certaines d'ailleurs sembleraient ne pas avoir de sens immédiat, mais prendront d'ailleurs un sens dans l'enchaînement, hein, de tous les événements. Donc, il y a une espèce comme ça d'émulation ou d'amplification aussi, une soif d'expérience qui va se passer. Alors c'est certainement pas, je dirais, sous cette position Uranus en Gémeaux qu'on va voir les transports ralentir. Au contraire, ça fait penser plutôt à une amplification des déplacements, mais aussi à une accélération de ces mouvements qui concernent les personnes, les biens, mais aussi les informations, les données. Hein, il y a vraiment cette idée de ça va très très vite. Et ça se multiplie de plus en plus. Alors sûrement vous me voyez venir, cet Uranus il est super, il est vraiment, il est amusant, il est rigolo, il est spontané, impulsif. Si vous voulez aussi peut-être vous figurer un petit peu de ce que peut donner cet Uranus, eh bien il suffit de savoir que dans le thème de Donald Trump, le soleil en Gémeaux est conjoint à Uranus en Gémeaux. Comme ça vous verrez un petit peu cette signature très uranienne, hein, ce côté très spontané, mais aussi très changeant, hein, le côté très voilà, changer d'avis, etc. Ça c'est très uranien. Et ce que je voulais dire, c'est que forcément, il y a certaines problématiques, hein, dans Uranus en Gémeaux, et c'est les problématiques du trop, hein, forcément. Ça va trop vite, il y a trop d'informations, on n'arrive pas en fait à encadrer. Uranus peut être un génie fou, hein, il peut être quelque chose qui cherche à tout prix le progrès, mais peut-être parfois au détriment de certaines autres valeurs éthiques et écologiques et humaines importantes. Et il y a je dirais quelque part l'idée, peut-être une des idées majeures dans cette Uranus, qui, cela dit en passant, va nous faire énormément progresser, hein, à tout niveau, dans les connaissances, dans les découvertes, etc. Donc ça c'est vraiment génial, c'est formidable, je dirais même. Mais le côté négatif de ça, ils ont un petit point commun, je dirais aussi, Uranus et les Gémeaux, c'est une certaine forme d'immaturité. Alors c'est plutôt le résultat. Le résultat, c'est une position qui n'a pas de garde-fou, en somme. Si vous avez par exemple Uranus en Capricorne, bah, ça va moins bien marcher. Il va y avoir des garde-fous en fait, hein. Le progrès d'Uranus, tout ce qu'il veut libérer, ça va être bloqué par l'énergie de Saturne. Ici, il n'y en a pas. Il y en a pas, puisque Uranus dit « Waouh, super, on peut vraiment progresser en faisant ça », et les Gémeaux vont dire « Mais super, faisons-le, mais pourquoi pas, mais pourquoi pas ?» Donc nécessairement, nous avons quelque chose qui manque certainement de contrôle et qui peut amener à une forme d'immaturité. Et Uranus est une planète d'instabilité aussi.
Et elle peut, cette fonction-là, je dirais aussi, et c'est pour ça que je parlais de Trump tout à l'heure, je trouve que c'est très visible. Alors c'est certainement pas que un trait de personnalité, c'est peut-être aussi travaillé, mais il y a une idée de changer, constamment changer. Hein, on a un signe d'air mutable et Uranus qui constamment veut bouger aussi. Et là, c'est dans les problématiques, il y a une grande instabilité. Il y a des forces, on ne sait pas vraiment sur lesquelles s'appuyer. Un jour c'est quelque chose et le lendemain ce sera autre chose. Il y a un événement qui nous semble complètement significatif, mais très rapidement un autre va arriver. Et voilà, vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Alors, hein, c'est comme tout, hein, tout duo planétaire, il a des forces et il a des défis que l'on doit comprendre et maîtriser, je dirais, dans notre vie. La grande force de ça, hein, pour nous, bon, moi j'adore l'énergie d'Uranus, voilà. Après c'est question de sensibilité, mais avec Uranus on ne s'ennuie pas. Avec Uranus il y a toujours des nouvelles choses, on est toujours stimulé, donc ça c'est vraiment c'est super. Donc ça va vraiment, on va pouvoir peut-être apprendre, hein, ça peut être aussi ça, avoir des nouveaux, pour tout à chacun, peut-être se lancer dans des apprentissages, des formations, ou même tout simplement se libérer de certaines contraintes. Uranus en Gémeaux. On a un regain de liberté, voilà, donc ça c'est super, mais on va devoir faire attention en termes de société et à un niveau personnel à l'ancrage en fait, tout simplement, et aussi comment on gère des changements rapides, comment on gère cette accélération. Comment on peut s'ancrer? Qu'est-ce qui peut nous aider à nous ancrer actuellement, voilà, pour pouvoir bien vivre cette accélération. Alors on voit cet Uranus, bon bah il est très très bien aspecté, hein, il est en sextile de Saturne, ça c'est super, on a vraiment ici un coup de main, ce qui signifie vraisemblablement que ce Saturne, en tout cas tant qu'Uranus en Gémeaux forme le sextile à Saturne, on a ce petit garde-fou. On a cette petite chose de vouloir poser des bases, vouloir ancrer des changements, oui, mais pas n'importe comment. Donc ça va vraiment nous aider. Après, il y aura plus, en tout cas pas tout de suite. Donc forcément, on aura un petit peu moins cette terre, hein, cet ancrage. Et puis, ce qui se passe aussi, ça c'est au niveau de la société, mais peut-être au niveau de nos vies aussi, il est en train de se former un trigone extrêmement important, extrêmement puissant, qui est en fait le trigone d'Uranus en Gémeaux à Pluton en Verseau. Ces deux planètes sont passées en signe d'air et elles s'entendent très bien. Alors, le fait vraiment qu'Uranus soit, pour moi, soit en trigone à Pluton, ça me fait vraiment penser au fait que Uranus n'est qu'un outil, il est utilisé en fait quelque part par Pluton. Pluton vise une transformation très profonde de la société et c'est pas une transformation qui va être forcément douce. Pluton dans le Verseau, c'est deux signes durs, la planète est dure, le signe est dur. Waouh! Là, dans ce qui se renforce, il y a une forme de radicalité qui se renforce dans Pluton en Verseau. Il y a aussi le côté esprit de justice qui se renforce. Pluton en Verseau, on n'en peut plus, on veut des transformations puissantes, radicales, pour aller vers une forme de justice. Et notre Uranus, il va agir pour ça. Donc on a vraiment quelque chose qui nous dit, ok, maintenant c'est plus que théorique, allez on y va. Et là il y a des événements. Uranus est la planète la plus événementielle selon moi de l'astrologie. Je trouve que Saturne aussi est très événementielle. Mais vous voyez, Pluton par exemple est une planète beaucoup plus lente. Elle va poser des grands chapitres historiques, on va dire, des grandes périodes. Mais Uranus peut vraiment jouer un rôle de déclencheur ou d'activateur. Il va être beaucoup plus événementiel. Cet aspect-là, cependant, ce trigone, il exprime quand même une idée d'harmonie. Hein. Il exprime malgré tout une idée de ok, ça bouge, c'est assez rapide, c'est vif, mais en fait ça va dans une direction vraisemblablement, on recherche une forme d'harmonie, les choses vont se réharmoniser comme ça. Alors c'est un peu curieux, mais pour le comprendre peut-être j'ai envie de plutôt parler non pas de la société mais de nos vies personnelles. Ce trigone là, Pluton-Uranus, il peut vraiment exprimer, moi je le vois vraiment comme une force de propulsion, mais qui est à la fois quand même intense, rapide, mais durable en même temps. Et ça, c'est le trigone à Pluton. C'est-à-dire que là, en ce moment, c'est ce que je vous disais au début de vidéo, on est en train de poser des nouveaux
des nouvelles formes, des nouvelles briques. Moi, j'aime bien voir cette passage entre 2024, automne 2024 et maintenant, été 2025, comme un moment où on change, c'est une pièce de théâtre, on change le décor. Donc on a déconstruit tout le décor automne-hiver et seulement maintenant, le nouveau décor, il est en train d'être posé. Vous en voyez avant quelques briques, quelques éléments, et là maintenant c'est bon, c'est parti. Et ce trigone, Uranus-Pluton, il exprime que ce nouveau décor, vraisemblablement, il va s'inscrire dans la durée. Il y a quelque chose de l'ordre de nouvelles formes, mais qui vont marquer des transformations importantes. C'est ça. De fait, Pluton est aussi un facteur, je dirais, d'une certaine manière de stabilisation de cet Uranus un peu foufou. Je trouve que quand même, malgré tout, ce trigone amène une idée, amène une direction, amène une forme de cadrage quand même. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'ambiance, bon on en reparlera, mais voilà. Alors il n'empêche que j'aime quand même beaucoup Uranus en Gémeaux, j'ai une vraie... je suis très contente de malgré tout, de cette entrée. Uranus est moins perturbateur, je trouve, en Gémeaux qu'en Taureau. Uranus dans le Taureau, c'est très compliqué. C'est quand même une position où Uranus, qui est une planète de changement, vient perturber toute la sécurité, la stabilité de l'énergie Taureau. Donc le Taureau est relié à l'argent, l'économie, la nature, les denrées alimentaires, la paix, etc. Donc Uranus en Taureau, c'était pas nécessairement un facteur, un vecteur extrêmement facile, bien qu'il soit en chute. Donc je pense que sa position en Gémeaux va le rendre un petit peu plus, comment je dirais ça, ça va toucher d'autres aires qui ne sont pas forcément des aires si concrètes que le Taureau. Voilà. Les changements d'Uranus vont plus être sur des domaines intellectuels, des domaines liés aux échanges, etc. Tout ce que j'ai dit au début. Bon voilà, alors maintenant qu'on a dressé ce magnifique panorama, enfin magnifique je ne sais pas, mais en tout cas cette piste de panorama, on va regarder un petit peu plus, on va zoomer un petit peu, donc pour quelques infos un petit peu plus rapides mais importantes quand même, sur les aspects de cette nouvelle lune. Alors moi je voulais quand même vous parler de cet aspect-là. Lors de la nouvelle lune, en fait, on a une opposition très précise du soleil et de la lune en Lion à Pluton. Donc on a alors chaque année quand le soleil est en Lion, ça oppose à Pluton. Ça fait déjà un petit, enfin c'est pas que ça fait un petit moment, mais fin Cancer début Lion, on a cette opposition là. Mais là on a la nouvelle lune qui se met vraiment dessus, donc c'est quand même assez souligné, je dirais. Alors on va reparler un peu des aspects soleil Pluton. Peut-être aussi Lune-Pluton, mais Soleil-Pluton par exemple, c'est un duo planétaire extrêmement antinomique et en même temps très intéressant. Il est antinomique parce que le Soleil représente la conscience, il représente la lumière, ce qui est vu. Pluton, quant à lui, représente ce qui n'est pas vu, ce qui est caché, soit parce que quelqu'un nous le cache ou que nous-mêmes nous le cachons, soit parce que nous n'en avons pas conscience ou l'autre n'en a pas conscience. Or, le duo Soleil-Pluton, il vient en fait mettre en lumière, le Soleil vient mettre en lumière, il vient révéler ce qui a été caché jusqu'à présent. Et c'est toujours des moments, je trouve, annuellement, des moments extrêmement intéressants. D'ailleurs, je suis très contente parce que chaque année, j'anime un stage d'astrologie lors de cette opposition. Je trouve ça parfait, excellent. Parce que, et on peut faire n'importe quel type de travail personnel, c'est un moment de révélation de choses dont nous n'avions pas conscience jusqu'à présent, mais ça va un petit peu plus loin. Dès lors qu'une chose est révélée, et bien nécessairement elle va nous transformer. On va plus être la même personne à partir du moment où nous avons cette nouvelle information. Et je trouve que il y a des grands potentiels de libération, même de guérison, de transformation lors de ces aspects Soleil-Pluton. Mais il faut considérer deux éléments, c'est que assez souvent, et je vous le dis, peut-être que vous allez le ressentir pendant cette nouvelle lune, mais assez souvent, on est quand même confronté à des expériences plutoniennes, c'est-à-dire des choses qui font intervenir l'ombre. En psychanalyse jungienne notamment, Pluton c'est l'ombre. Enfin, je sais pas si forcément ce lien est si clair, mais c'est le côté
L'ombre, ça peut représenter plein de choses, ça peut représenter les peurs, mais aussi des expériences qui nous sont douloureuses, quelles qu'elles soient. Ça peut représenter des choses qui ont été refoulées, ça peut représenter tout un tas de choses en fait, hein. C'est assez variable, et je trouve aussi que ça peut représenter ce que j'appellerais peut-être des expériences karmiques, mais je vais m'expliquer là-dessus. J'emploie ce terme parce que je sais pas en employer un autre, mais mettez celui que vous voulez. C'est pas nécessairement lié aux vies antérieures, je l'emploie pas forcément comme ça, quoi qu'on puisse, si on y croit, le rattacher à ça, mais je trouve les ambiances karmiques ou plutoniennes, c'est des ambiances qui vous font vraiment sentir une sensation de répétition et qui, je trouve, ont ce côté quelque part un peu agréable, et en même temps vous savez qu'elles sont dangereuses ou qu'elles vont vous porter préjudice si vous ne les maîtrisez pas. Donc voilà, je vous laisse à chacun voir un petit peu ça. Je trouve que c'est parfois des... Oui, c'est des énergies un petit peu qu'on peut ressentir. Par exemple, vous partez en vacances et vous êtes dans un endroit où vraiment vous vous sentez extrêmement attiré. Mais c'est plus que le fait que l'endroit vous plaise, c'est vraiment que ce lieu exerce une fascination et c'est presque dérangeant. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Hein, ça, c'est assez plutonien. Et quand j'emploie le terme karmique, ça peut vouloir dire que c'est dans les mémoires, peut-être c'est dans les mémoires de l'enfance, dans les mémoires tout simplement des arrière-parents, grands-parents, etc. On ne sait pas, mais en tout cas, assez souvent, ce type d'expérience, je trouve, se révèle lors des aspects Soleil-Pluton, Lune-Pluton aussi, et ça demande souvent beaucoup de conscience, et notamment de conscience des émotions, je dirais, par lesquelles on va passer. Hein, il y a un aspect aussi de Lune-Pluton dans cette carte, donc j'en profite pour vous le dire. Lune-Pluton, c'est un aspect de libération émotionnelle, de transformation émotionnelle, mais pour le faire, ça demande d'être assez en conscience et donc de ne pas nécessairement réagir ou de poser des actes, etc. Parce que des fois, dans les moments plutoniens, on peut poser des actes qui vont ne faire que rajouter une couche de mémoire, en fait, une couche de karma, entre guillemets. C'est-à-dire que ça va pas du tout libérer, ça va juste rajouter. Donc il faut être un petit peu conscient de ça et accepter que forcément on passe par des moments d'ombre. Hein. Je trouve que c'est quelque chose que l'on voit souvent dans les aspects Soleil-Pluton. Donc vous verrez si vous le ressentez. Évidemment, les personnes qui ont Pluton en transit actuellement, donc prioritairement ceux pour qui c'est le plus fort, c'est le premier décan du Verseau, hein, forcément, du Lion, du Taureau et du Scorpion. Forcément, peut-être, si vous avez des planètes ou des points à cet endroit-là, il est possible que cette nouvelle lune vous chahute plus, vous touche plus, voire même soit une révélatrice de certains dossiers en fait sur lesquels vous allez travailler de manière plus durable pendant ce transit. Bon voilà, donc ça c'est de ça dont je voulais déjà vous parler, et je voulais vous parler aussi de quelque chose qui est la rétrogradation de Mercure. On va en parler un petit peu. Donc Mercure, il va être rétrograde du 18 juillet au 11 août. Donc voilà, vous voyez, là j'ai commencé à tourner après Mercure rétrograde et vous ne le savez pas, mais j'en suis au moins à ma 7e prise. J'ai recommencé beaucoup de fois. Ça c'est typiquement peut-être un aspect Mercure rétrograde, et j'espère que le montage marchera. Non, mais plus sérieusement, Mercure rétrograde, et la rétrogradation amène très souvent la notion de passé, la notion de réfléchir à ce qui s'est passé avant, hein, Mercure rétrograde, mais aussi à une idée de voir les choses autrement. C'est souvent un moment où on est amené à déconditionner peut-être certaines croyances ou certains schémas de pensée, et de manière générale, Mercure rétrograde introduit plutôt un temps introspectif. Un temps où les échanges peuvent être plutôt suspendus pour justement se laisser une espèce d'espace intérieur de réflexion. Voilà. Et je vais finir par un dernier aspect. Donc voilà, retour de Mercure direct le 11 août. Et je vais finir avec ce dernier aspect qui est le carré entre Vénus et Mars. Un carré Vénus-Mars, ça introduit très souvent dans l'ambiance, ça introduit une forme de passion, je trouve. Je trouve que ça amène un côté un peu survolté, un côté un petit peu électrique, un côté un petit peu
agité même, qui d'ailleurs est une forme de répétition de l'aspect Soleil-Pluton, Lune-Pluton. On a quand même plusieurs aspects un peu intenses, et je dirais intenses sur le mode sur le plan des émotions. Ça parle un peu d'inflammation, hein, d'une certaine manière. Les aspects Vénus-Mars souvent font intervenir la notion d'un désir. Vénus qui a du mal à être satisfait. Mars ne fonctionne pas, n'est pas forcément d'accord avec ce que Vénus propose. Il y a une espèce de conflit, et de ce conflit-là, il naît souvent une certaine agitation, un certain peut-être agacement ou une émulation, alors qui peut être utilisé, hein, les aspects Vénus-Mars, ça peut être vraiment des espèces de moteurs hyper dynamiques pour faire ce que vous avez à faire, parce que toute la force qui peut pas être utilisée pour satisfaire Vénus, bah, vous pouvez le récupérer. Alors c'est somme toute assez court, hein, voilà, mais ça peut, voilà, à vous de voir aussi. Je trouve que dans les aspects Vénus-Mars, des fois c'est important aussi de prendre conscience des faut essayer de réfléchir, est-ce que ce que l'on veut, c'est vraiment, est-ce que ça nous emmène vraiment dans la bonne direction. Des fois, c'est des bonnes réflexions. Maintenant, c'est un aspect, somme toute, assez court, hein, donc voilà, et ça reste quand même deux planètes qui se ressemblent beaucoup, Vénus et Mars. Enfin, vous avez compris, elles ont ce côté amoureux, masculin-féminin, qui de toute manière fonctionne quand même bien, malgré tout. Voilà, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, de poser de belles intentions si vous avez l'habitude de faire ça. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un petit mot sur la pleine lune. Et puis, en attendant, voilà, portez-vous bien, je vous embrasse. À tout vite.